Je vais commencer par peut-être 2 mots de présentation en ce qui me concerne. D'abord, merci d'abord d'être présent. N'hésitez pas à poser des questions, je répondrai très volontiers au fur et à mesure. J'ai pas de souci avec ça. J'ai mis en route mon chrono puisque j'ai 15 minutes d'intervention. Alors, je suis Stéphane Lopez, je suis avocat au barreau de Strasbourg. J'ai préparé un petit PowerPoint qui vous sera partagé ou qui vous est partagé. Vous pourrez également en obtenir copie si j'ai bien compris. Alors, je suis avocat à Strasbourg depuis 1992 et plus précisément le 14 janvier, puisque c'est la date à laquelle j'ai prêté serment. Je reviendrai après sur cette notion de prestation de serment. Je travaille dans un cabinet d'une dizaine d'avocats. Donc, vous trouverez ça en page 2 de votre slide. D'une dizaine d'avocats, nous travaillons avec des secrétaires. Je suis également membre d'un réseau national d'avocats, c'est-à-dire un ensemble d'avocats qui se sont groupés, qui restent indépendants les uns des autres. Et on est une cinquantaine de cabinets en France à être regroupés sous le nom de Alter Ego. À côté de mes activités d'avocat, je suis aussi médiateur, praticien collaboratif. C'est en fait 2 autres manières de régler des conflits, pas simplement comme avocat, mais d'autres manières de régler le conflit qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. Et en dernier lieu, je donne également des cours à la faculté de droit de Strasbourg, justement dans les domaines du règlement amiable, de la médiation, de la procédure participative, en master 2 de droit du contentieux. Voilà. Peut-être que je vais vous présenter très rapidement ce que nous allons voir à la page suivante de la présentation. Des petits souvenirs introductifs. J'essayais de me replacer un petit peu dans votre situation, à votre âge, quels ont été mes choix, quelles ont été mes difficultés, comment est-ce que j'accède à la profession d'avocat, comment je rentre à l'école d'avocat. C'est quoi l'exercice de la profession d'avocat, puis je vous donnerai quelques chiffres et puis je la ferai place aux questions-réponses. Alors commençons par ces petits souvenirs introductifs. Quand j'avais votre âge, en réalité, je n'avais pas du tout envie d'être avocat, je voulais être médecin et plus précisément chirurgien. Mais voilà, j'étais pas bon en maths et puis on m'a expliqué que t'es pas bon en maths, tu peux pas aller faire médecine. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu rentrer à la faculté de droit. Et puis, à la faculté de droit, la première année était une année un petit peu difficile pour moi. C'était une année, au slide suivant, où finalement j'étais un petit peu... à notre époque, on disait baba cool. Au suivant, si vous voulez bien, où j'avais raté d'ailleurs ma première année de faculté de droit, et donc j'ai continué après de manière beaucoup plus sérieuse, après avoir redoublé ma première année. J'ai eu cette opportunité aussi, au bout de la 2e année, de m'orienter vers d'autres cursus. Donc je vous propose de passer au slide 8, 9, 10, voilà. Et donc, j'ai fait mon cursus normal qu'on appelle aujourd'hui licence, maîtrise et ou bachelor, je crois, licence, maîtrise, puis master. À l'époque, c'était un DUG. Après le DUG, j'ai fait un cursus franco-allemand avec des études en partie à Strasbourg, en partie en Allemagne. Alors autant la première année était une année plutôt tranquille, autant les 2 années suivantes ou les 3 années suivantes ont été compliquées parce que j'ai cumulé plusieurs cursus. Mais je dois dire que c'est ce qui m'a apporté mon plus pour démarrer dans la profession. Pourquoi? Parce que j'ai appris un droit étranger, j'ai surtout appris une bonne maîtrise d'une langue étrangère, ce qui est vraiment extrêmement important pour se distinguer de tous les autres concurrents qui pourraient arriver sur le marché du travail par la suite. Et puis c'était une formation aussi pratique parce qu'il y avait eu des stages. Et donc avec tout cet acquis, eh bien j'ai pu ensuite accéder à l'école d'avocat. Donc l'école d'avocat, on y entre en faisant d'abord un examen d'entrée à l'école avec des épreuves écrites et une grande épreuve orale, et
l'oralité tend d'ailleurs à prendre de plus en plus d'importance pour cette école d'avocat. Je vous propose d'aller au slide numéro 11. L'école d'avocat elle-même se déroule là en l'occurrence à Strasbourg, au slide numéro 12, avec un enseignement théorique entrecoupé de périodes de stage. Alors d'ici à ce que vous y soyez, il y aura peut-être encore d'autres réformes, mais en tout cas c'est un enseignement théorique, mais théorique dispensé par des professionnels, c'est-à-dire des avocats comme moi. Donc c'est de la théorie à la pratique, je dirais, avec des périodes de stage, des stages à la fois courts et de temps en temps des stages beaucoup plus longs. Et puis à la fin de cette année d'études à l'école, eh bien, c'est l'examen de sortie, et puis vous devenez jeune avocat. Et lorsque vous êtes jeune avocat, eh bien, vous êtes ensuite confronté à l'exercice professionnel, et on en arrive à la troisième partie de la présentation. De l'exercice professionnel d'avocat, vous connaissez en général surtout ce qu'on voit à la télé. C'est-à-dire l'image d'Épinal de l'avocat qui défend la veuve et l'orphelin, l'avocat qui défend les accusés, les meurtriers, les rouloteurs de voitures. Voilà, c'est surtout ce qu'on voit de la profession d'avocat. Mais je dirais que c'est l'épiphénomène. C'est vraiment juste la face visible de l'iceberg. L'essentiel se cache en dessous du niveau de l'eau. Ce qu'on voit, c'est peut-être 10% de la profession et tout le reste ne se voit pas. Alors, c'est quoi ces autres réalités de la profession d'avocat? Ces autres réalités, c'est d'abord, on est beaucoup au tribunal, on fait du règlement amiable et on fait du conseil juridique. Ce sont, je dirais, les trois principales branches d'activité. Et cette activité pénale que vous voyez de la profession d'avocat ne font partie que de la première partie du judiciaire, mais tout le reste du judiciaire, c'est des divorces, ça peut être des affaires prud'homales, ça peut être d'autres affaires, des litiges de voisinage, etc. Il y a quantité de domaines que couvre la profession d'avocat. Les réalités, c'est quoi? D'abord, c'est un métier de contact. On voit beaucoup de monde dans nos bureaux, des rendez-vous, régulièrement des rendez-vous avec des clients que j'ai illustré ici par cette situation conflictuelle. C'est au slide suivant énormément de temps au téléphone. On est vraiment un métier de contact. Alors, c'est des contacts téléphoniques avec les clients, avec les autres avocats, avec des experts, avec des juges. C'est slide 18, aussi énormément de paperasserie. On est en voie aujourd'hui de dématérialisation. Donc de dématérialisation, c'est-à-dire que l'ordinateur prend de plus en plus de place dans notre métier. Le papier commence à laisser et à céder la place à l'ordinateur, mais on reste toujours encore, pour l'essentiel, aujourd'hui dans cette double culture, d'une culture papier et d'une culture de l'ordinateur. Mais sachez quand même qu'avec le tribunal, par exemple, presque toutes les communications sont aujourd'hui des communications électroniques. Même s'il nous faut encore un jugement écrit qui nous est transmis par la voie papier, avec un tampon officiel, aujourd'hui, nous communiquons pour l'essentiel avec les tribunaux dans le cadre d'un intranet par voie électronique. Et pareil avec les autres avocats. Mais malgré tout, presque tous nos dossiers sont encore doublés de papier. Voilà, et donc ce qui se passe là maintenant, surtout depuis la période Covid, et ce que nous voyons là ce matin, cette conférence que nous avons en commun, eh bien c'est que nous passons à une dématérialisation aussi de la rencontre avec les clients, parfois de la plaidoirie à distance au travers des outils de visioconférence. Donc sans être beaucoup équipé, avec un simple ordinateur, on arrive à faire aujourd'hui de très belles choses en matière de visioconférence, de rendez-vous à distance, et ça aussi bien en activité d'avocat qu'en activité de médiation ou qu'en activité de conseil.
Voilà. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler quand même du tribunal. On est quand même de temps en temps au tribunal, même si la présence au tribunal devient de plus en plus exceptionnelle. Alors, pour cet exercice professionnel, quelles sont les principales qualités? Alors, j'en ai énoncé un certain nombre, mais il y en a certainement beaucoup d'autres qui sont nécessaires, et puis à des degrés divers. D'abord, l'avocat, on dit souvent que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, hein, on l'appelle le baveux, l'avocat, donc c'est celui qui bave en permanence, qui parle en permanence, mais en réalité, je pense que la première qualité de l'avocat, c'est une qualité d'écoute. Il doit d'abord écouter ce que lui dit son client et donc être en capacité de se mettre à la place de son client, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Cette qualité d'écoute, c'est pas simplement rester taisant, mais c'est aussi de savoir poser des questions au client pour lui faire dire ce qu'il doit dire, ce qu'il a à dire. Il faut avoir un sens du contact humain, être ouvert aux autres, c'est un minimum. Je crois qu'il faut aimer profondément quand même les autres pour exercer cette profession, pour être capable de comprendre toutes ces situations que l'on peut croiser sans forcément porter des jugements sur tout et sur tout le monde. Et pour ça, il faut aussi faire preuve d'humilité. Dans l'exercice professionnel, il faut faire preuve d'un sens d'organisation et là, beaucoup de rigueur. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de papiers qui passent, on a en permanence 200, 300, 400 dossiers qui sont ouverts, on a des dizaines ou des centaines de mails qui peuvent arriver dans la journée, des courriers, et bien tout ça doit être rangé au bon endroit, il faut se souvenir de tout, il faut tout organiser, savoir retrouver l'information où elle se trouve. Donc ce sens de l'organisation est important. Il faut de la même manière faire preuve d'endurance, beaucoup de résistance au stress, parce que quand vous avez la tête dans un dossier, que le téléphone sonne et que le deuxième téléphone portable sonne et qu'en même temps vous allez démarrer une réunion en visioconférence, vous devez avoir la tête un peu partout. Et donc c'est très très excitant comme manière de faire, mais il faut avoir une certaine résistance au stress. Mais c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas, je dirais. Et puis bien sûr, il faut savoir écrire correctement, savoir parler, c'est l'expression. Donc autant il faut avoir une capacité d'écoute, donc enregistrer, recevoir des messages de l'autre, autant il faut être en mesure de pouvoir soi-même porter ses propres messages, mais plus encore porter les messages de son client. Et ça se fait aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. C'est pas uniquement de l'oral, c'est aussi beaucoup d'écrit. Troisième partie de la présentation, sur l'exercice professionnel, le statut de l'avocat. L'avocat, c'est en fait une entreprise, mais une entreprise un peu particulière qu'on appelle activité libérale. Cette activité libérale peut s'exercer soit comme salarié d'un cabinet d'avocats. C'est aujourd'hui rare qu'on soit salarié d'un cabinet d'avocats, c'est un statut plutôt récent. Il y a, à côté de cette activité de salarié, une activité de collaborateur. Donc, on est entre entreprise et salarié. On travaille surtout pour un patron, entre guillemets. Et puis, dernier mode d'exercice, vous êtes à votre compte, vous êtes associé avec d'autres ou tout seul, vous exercez tout seul. Rémunération de l'avocat. L'avocat est rémunéré au moyen d'honoraires, mais on note dans la profession qu'il y a énormément d'écarts d'un avocat à l'autre. Ces écarts se retrouvent aussi entre Paris et province, selon les domaines d'activité, selon l'ancienneté de l'avocat. Des jeunes gagnent en général assez peu. Je vous transmets un certain nombre d'éléments d'information, mais aussi des liens dans le slide qui vous permettront d'avoir des éléments d'information complémentaires. Donc on voit que la rémunération moyenne de l'avocat à 10 ans, à peu près, c'est 77 000 € bruts, 43 000 en revenu médian. Ça veut dire qu'il y a autant en revenu médian veut dire qu'il y a autant d'avocats en dessous de 43 000 qu'il y en a au-dessus. Ça veut dire qu'il y a de forts écarts entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avocats qui aujourd'hui ne sont pas au SMIC. Donc c'est aussi des réalités de notre profession.
Nous sommes rattachés à des ordres d'avocats, hein, et on n'a pas de liberté d'installation. Il faut qu'on soit autorisé à s'installer par un ordre d'avocats. Voilà, on prête serment auprès de cet ordre. C'est l'image qui vous est présentée ici. Et puis, vous pourrez prendre connaissance des slides suivants, qui sont des données chiffrées sur le nombre d'avocats, etc. Je pourrai également, à cette occasion, répondre à vos questions ou y revenir si vous n'avez pas de questions. Mais mes 15 minutes imparties sont épuisées. Donc, je vous propose à présent que vous posiez vos questions. Je n'en ai pas vu qui s'inscrivaient dans le chat au cours de la présentation. Donc, posez vos questions maintenant sans vous gêner. Voilà. Et je répondrai. Alors, qui c'est qui a envie de se lancer pour la première question? Merci Stéphane pour votre présentation. On a une question sur le chat, une question qui porte sur l'examen d'entrée. Oui. Est-il simple, l'examen d'entrée, est-il simple et sur quoi ça porte? Exactement. Alors, d'abord, pour l'examen d'entrée, souvent on fait aujourd'hui une année préparatoire, donc dans ce qu'on appelle un institut d'études judiciaires. Il y a aussi des écoles privées qui préparent à cet exercice. L'examen n'est pas simple. Il y a quand même beaucoup de monde qui se présente. Alors, moi, je fais parfois des préparations dans le cadre de l'Institut d'études judiciaires. Je suis également correcteur. C'est à peu près un tiers des étudiants qui se présentent, qui sont reçus. Donc, par exemple, sur Strasbourg, c'est grosso modo des promotions de 180 étudiants sur à peu près 600 ou 550 qui se présentent. Mais pour celui qui veut, il y a toujours de la place pour passer, bien sûr. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de votre présentation, si vous voulez poser des questions, en bas de votre barre d'outils, vous avez un petit icône chat. Il vous suffit juste de cliquer dessus et vous allez avoir le chat qui va apparaître et vous allez pouvoir poser votre question. On a une autre question de Alizé Stéphane qui demande quelle meilleure option peut-on choisir? Oui, alors dans le mot option, j'essaye de me placer où j'essaye de comprendre le mot option, hein, parce que ça ne veut pas forcément dire la même chose pour la personne qui pose la question que moi. J'imagine que c'est des options au moment de vos choix d'orientation aujourd'hui, donc au lycée. Je ne connais pas beaucoup la nouvelle réforme. Mes enfants aujourd'hui sont grands, mes petits-enfants ne sont pas encore en âge. Je dirais que à mon époque, les options, c'était des options économiques et sociales et des options curieusement mathématiques. Pourquoi mathématiques? Parce que finalement, on se rend compte que dans les personnes qui ont fait des études plus mathématiques, il y a souvent beaucoup plus de rigueur, d'organisation, qui sont plus propices à réussir à la faculté de droit. Mais moi, par exemple, j'étais sur des options économiques et sociales. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais pas bon en maths. Je me suis réveillé en mathématiques après au lycée, mais c'était trop tard. Hein. J'étais déjà plus dans les filières pour pouvoir aller vers la médecine. Donc, je dirais que ces options-là sont bonnes. Mais quelqu'un qui vient d'une autre origine ne doit pas se mettre de frein. Celui qui a envie de le faire doit le faire. Simplement, il doit se donner les moyens de le faire, il doit vraiment se lancer et travailler. C'est vraiment une question simplement de travail. Peu importe d'où vous venez, peu importe les options que vous avez eues, si un jour vous avez un déclic et que vous avez envie, eh bien, je crois qu'il faut essayer de le faire. C'est vraiment ce message-là que j'ai envie de porter. On a une autre question. Oui. Quelle est la tâche la plus contraignante, selon vous, dans votre métier d'avocat? La tâche la plus contraignante, je dirais que ce sont les tâches qui sont des tâches administratives. On est quand même beaucoup dans la paperasserie, c'est-à-dire dans la paperasserie, faire des bulletins de paye, des relations avec les caisses sociales, avec les impôts, toutes ces paperasseries administratives sont
pénible pour moi, c'est pas pénible pour d'autres, mais en tout cas pour moi c'est pénible. Mais je dirais que c'est peut-être 5% de mon temps d'activité ou 10% de mon temps d'activité. Pour le reste, mon activité est extrêmement variée parce que je rencontre des situations très très diverses, je rencontre des personnes qui sont d'origines diverses, des profils très divers, et c'est un métier d'une richesse absolument incroyable parce qu'on est en permanence confronté à des situations différentes que l'on doit comprendre pour être en mesure de les expliquer par la suite dans un contrat, pour les expliquer au juge, pour essayer de comprendre ce qui se passe pour un règlement amiable. Mhm. Donc je dirais que ces tâches qui sont pénibles sont finalement toutes diluées dans cette masse de choses agréables. D'accord. Claire a une question sur Oui. qu'est-ce qu'une journée type d'un avocat? Alors la journée type d'avocat, je dirais, c'est souvent le matin, c'est le tribunal. Donc le tribunal, les audiences commencent en général à 8h30 pour certaines, à 9h pour d'autres. On passe pas mal de temps au tribunal. C'est un peu moins vrai aujourd'hui avec le Covid, hein, puisqu'on passe de plus en plus en dématérialisation. Donc peut-être que ce sera aussi votre avenir quand vous arriverez dans le métier d'avocat. Euh, donc matin au tribunal, milieu de matinée, retour au bureau, des échanges avec la secrétaire. L'après-midi, c'est souvent des rendez-vous et on essaye dans l'entre-temps d'écrire. On passe quand même beaucoup de temps à écrire, rédiger des conclusions, des explications pour le tribunal, rédiger des contrats. On travaille souvent aussi assez tard le soir. Les pauses de midi sont souvent pas très marquées. C'est souvent ou un sandwich ou une pause de 20 minutes, une demi-heure, ou parfois c'est un repas d'affaires aussi, hein, où on passe 2 heures à table avec un client ou avec un client potentiel ou avec d'autres avocats pour discuter. Parfois on fait des réunions entre midi et deux parce que les clients sont au travail autrement. Il faut trouver un moment pour se rencontrer. Donc voilà, donc la journée type, il y a elle peut être en réalité très variable. Il n'y a pas réellement de typologie. Mais disons que pour celui des avocats qui fait des audiences, la matinée, c'est souvent des audiences et l'après-midi, c'est plus du travail de bureau en réunion avec des clients ou dans la rédaction d'écrits. D'accord. On a une question de Alizé qui demande est-ce que de la philosophie serait une option judicieuse pour les métiers du droit? Alors, je pense que ça peut être une option judicieuse. Pourquoi? Parce que on recourt aussi à beaucoup de culture générale et la philosophie, sans la réduire à la culture générale, est quand même un vecteur de culture générale. Je dirais que la philosophie est surtout un vecteur d'ouverture d'esprit. Et je vous disais tout à l'heure à quel point il fallait être capable de se mettre à la place de l'autre et donc d'arriver à avoir une bonne ouverture d'esprit, de connaître l'homme, hein. La philosophie, science de la sagesse, hein, c'est aussi un peu la connaissance de l'homme. Eh bien, je pense que ça peut être un choix utile et judicieux. Pas que, mais je pense que ça peut être un choix utile. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre plus grande fierté professionnelle? Une anecdote, un procès qui vous a marqué dans votre carrière professionnelle? Alors, peut-être pas ma plus grande fierté, mais euh, quelque chose qui a illustré euh, la, enfin, ma profession. J'étais un jour consulté par un boulanger qui était un petit peu simplet, qui a été licencié, qui était un peu simplet. Il était finalement la tête de Turc dans sa boulangerie. Quand il fallait faire des heures, des heures, des heures, il était toujours là, on le faisait travailler, il était corvéable à merci. Et puis, un jour, sa patronne le licencie. Il était presque un esclave dans cette boulangerie. On a essayé de défendre ce boulanger et ce procès, je l'ai perdu en première instance. Et puis, on est allé en cour d'appel et devant la cour d'appel, j'ai gagné ce procès. Euh, j'ai gagné ce procès, mais le boulanger a eu des sommes d'argent, mais considérables, mais vraiment considérables. Et moi, je m'attendais à ce qu'il soit
heureux que d'avoir autant d'argent. Et la première chose qu'il m'a dite après avoir lu le jugement, c'est pas « je suis content d'avoir eu beaucoup d'argent », c'est mais c'est écrit nulle part que j'étais un bon boulanger. C'est-à-dire que pour lui, ce qui était important, c'était d'être reconnu dans son Ouais, la métier, reconnaissance, ouais. alors que la reconnaissance. Et pour moi, comme avocat, et ça a été une leçon, c'était que j'ai pas écouté ce que m'a dit ce boulanger pendant toutes ces années où je l'ai croisé et rencontré. Lui, ce qu'il me disait, c'est j'ai besoin d'être reconnu. Et moi, dans ce que j'ai écrit au tribunal, je l'ai peut-être écrit, mais c'est pas ce que le juge voulait entendre, parce que le juge peut pas le reconnaître. Le juge, lui, dans son métier, il ne peut que lui donner les sommes d'argent ou ne pas lui donner les sommes d'argent. Pour ça, après, pour cette reconnaissance, et c'est ce qui m'a aussi orienté un peu vers ça, c'est la médiation. C'est plus des modes amiables de règlement qui permettent cette reconnaissance que le tribunal. Voilà ce qui m'a peut-être le plus marqué dans mon métier. Est-ce que votre métier, il peut se pratiquer à l'étranger, ou est-ce que quand on passe le barreau en France, il est valable que en France, ou est-ce qu'il peut aussi le métier avec le barreau peut s'exercer aussi à l'étranger? Alors, ça peut s'exercer à l'étranger, mais c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi parce que on est aujourd'hui dans un système où le droit national, les règles sont souvent d'application nationale, uniquement en France. Alors, c'est de moins en moins vrai. D'abord au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, 80% du droit français est d'inspiration européenne. Mais malgré tout, si je veux exercer en Allemagne, je travaille avec beaucoup de clients allemands en France parce que je suis bilingue, mais je ne vais pas travailler en Allemagne parce que je ne connais pas suffisamment le droit allemand. Donc là, je travaille plutôt en collaboration avec des avocats allemands dans la langue étrangère. Mais j'ai des confrères qui ont passé le diplôme aussi d'avocat allemand et qui exercent des deux côtés. D'autres avocats ont fait des diplômes d'avocats américains et sont avocats au barreau de Paris, au barreau de New York, par exemple. Mais c'est très marginal, c'est des situations encore très marginales. Je dirais que c'est plus dans des activités de médiation ou de conseil que on est plus amené à aller à l'étranger. Par exemple, dans ces domaines-là, c'est vrai que je vais quand même beaucoup plus souvent en Allemagne sur des conflits franco-allemands ou sur des contrats franco-allemands, rencontrer un client en Allemagne et établir des contrats, établir des documents qui vont ensuite être soumis au droit français. Mais c'est là où l'aspect international est le plus important, oui. D'accord. On a une dernière question, parce que l'heure tourne, de Claire. Ce n'est pas trop fatigant de travailler tard le soir? Est-ce qu'on a du temps pour nous, ou est-ce que voilà, le côté professionnel prend le dessus sur le côté personnel? Alors, ça, c'est une question de discipline personnelle. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, je travaillais énormément et je me suis laissé franchement manger par la vie professionnelle. Mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, enfin je le vois parmi les jeunes que je recrute, sont dans d'autres optiques. Ils sont vraiment dans cette optique aussi de préserver la vie de famille. Alors, c'est une question de vigilance personnelle de chacun. C'est à chacun d'arriver à mettre sa limite où il le veut. Mais c'est facile d'aller au-delà aujourd'hui des horaires classiques. Simplement, vous évoluez moins si vous êtes sur des horaires classiques que si vous vous donnez complètement à votre profession. Mais si vous donnez complètement à votre profession, vous massacrez un peu votre vie de famille et c'est dommage aussi. Donc c'est vraiment un choix individuel de chacun. Et je dirais que la profession offre cette liberté de pouvoir aller vers l'un ou vers l'autre. D'accord. On a une dernière question, une toute dernière. Pour défendre une personne, comment faire pour avoir de bons arguments? Je crois c'est d'abord de bien l'écouter, d'écouter ce qu'elle dit. Donc l'écouter, c'est pas juste la laisser parler, c'est aussi lui poser les questions judicieuses. Mais par rapport, les questions que vous allez poser, c'est des questions, d'abord des questions ouvertes, pour faire sortir tout ce que cette personne attend en réalité, au-delà de ce qu'elle met en avant dans un premier temps. Mais c'est aussi de connaître bien ses règles de droit. Parce que lorsque vous allez au tribunal, le tribunal ne peut pas dire tout.
Et, si par exemple le tribunal peut dire je vous donne de l'argent, je vous donne pas d'argent, ou une somme d'argent déterminée, mais il peut pas dire je vais modifier le contrat donc il faut arriver ici à poser des questions pour les faire entrer dans le cadre juridique, pour arriver ensuite à qualifier juridiquement. Je suis désolé, c'est un petit peu abstrait ce que je dis, je ne suis pas sûr de bien me faire comprendre, mais je dirais que c'est d'abord une bonne qualité d'écoute et puis ensuite bien connaître son droit pour transformer ce que la personne nous dit en argument juridique qui pourront ensuite marquer le tribunal. C'est plus ça que des effets de manche, hurler ou être agressif au tribunal. Ça, c'est des images d'Épinal. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas. D'accord, très bien. Monsieur Lopez, merci beaucoup pour votre intervention. On a eu beaucoup de questions. On va devoir s'arrêter là parce que votre intervention touche à sa fin. Si les personnes souhaitent vous contacter, est-ce que c'est possible de laisser une adresse email ou est-ce que on vous contacte via l'adresse email. Je vous l'ai mise dans le chat. Elle est ouais. aussi sur les slides. Donc Okay. vous pourrez retrouver dans le document si vous le diffusez. Super. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter Monsieur Lopez si vous avez d'autres questions. En tout cas, c'était très intéressant votre intervention. J'espère que ça a répondu aux questions de tous nos participants de ce matin. On était quand même 18 en ligne, en simultané. Je vous ai aussi partagé un lien de questionnaire de satisfaction pour voir comment est-ce que justement vous avez trouvé votre intervention de Monsieur Lopez et comment vous avez trouvé l'outil. Donc n'hésitez pas à répondre, je viens de le partager sur le chat. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont connectés ce matin. Merci Monsieur Lopez. Où se trouve le document? Donc on le mettra en ligne sur la chaîne YouTube de la mission locale et on le mettra aussi sur le site du mois de l'orientation. Vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos qui seront enregistrées et filmées. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire aussi par mail sur le site du mois de l'orientation. Vous avez un formulaire. Et si vous voulez qu'on vous envoie, je pense que vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Lopez, qu'on vous envoie individuellement la présentation d'avocat, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles interventions. Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.